Supposons que vous marchiez dans les rues animées de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et que vous aperceviez la place de la CEDEAO. Grande, imposante, et censée être un symbole d'unité et de progrès. Mais voici la nuance. Pendant des années, les gens l'ont regardée. Et au lieu de ressentir de la fierté, ils se sont demandé, unité pour qui? Progrès, pour qui? Et Traoré et Goïta ont pris une décision qui a soulagé la population. Mais laquelle? Ici, nous aimerions prendre un moment pour vous remercier de nous soutenir et de faire partie intégrante de notre communauté forte. Et si vous n'en êtes pas encore membre, nous vous encourageons à nous rejoindre et à aider à bâtir ensemble une communauté encore plus solide. Commençons. Maintenant, plantons le décor. La place de la CEDEAO n'était pas qu'un simple monument, elle était censée représenter les rêves et les aspirations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO. Un groupe de pays unis, travaillant main dans la main pour résoudre les problèmes, élever leur population et protéger leur avenir. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais en réalité, pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani, cette place était devenue tout le contraire de ce qu'elle était censée incarner. Au lieu de l'unité, elle symbolisait les promesses non tenues. Au lieu du progrès, elle rappelait crûment l'image d'une organisation qui avait abandonné ses peuples. Et ses dirigeants n'étaient pas disposés à laisser passer ça. Alors, qu'ont-ils fait? Ils l'ont démolie. Pas discrètement, c'était un véritable geste fort. Traoré et ses alliés ne faisaient pas qu'enlever un morceau d'architecture, ils extirpaient l'idée même de ce que la place de la CEDEAO était devenue. Mais ce n'est pas une décision qu'ils ont prise du jour au lendemain. Il y a bien plus à raconter. Qu'est-ce qui les a poussés à aller jusque-là? Pourquoi cette place était-elle si importante? Laissez-nous vous expliquer pourquoi il fallait qu'elle disparaisse. Imaginez que vous participiez à un projet de groupe, un de ces projets qu'on redoute tous à l'école. Vous savez, celui où tout le monde est censé contribuer de manière égale, mais où une personne finit par prendre toutes les décisions, récolter tous les lauriers et accuser les autres lorsque ça tourne mal. C'est ainsi que Traoré, Goïta et Tiani voyaient la CEDEAO. Cette organisation était censée être le ciment de l'Afrique de l'Ouest. Mais depuis des années, on l'accuse de faire exactement le contraire. Parlons un instant des sanctions. À chaque fois qu'un pays membre sortait du rang, du moins selon les critères de la CEDEAO, on lui infligeait des sanctions. Or, pour des nations déjà en difficulté comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ces sanctions n'étaient pas qu'un simple avertissement, elles étaient dévastatrices. Elles ne touchaient pas les gouvernements, elles touchaient la population. Sans doute que cette population n'a pas apprécié. Mais pourquoi vient-il sur nos terres? Nous préférons nous battre nous-mêmes. Nous leur demandons de rentrer chez eux. Malheureusement, je vous le dis aujourd'hui, comme j'aime à le répéter, la colonisation est revenue. Il existe encore des « esclaves de salauds » qui n'ont pas compris. À leur époque, des officiers militaires nous avaient écrit. Pour Traoré et ses alliés, ces sanctions n'avaient rien à voir avec la justice ou l'équité. Ils les voyaient comme un outil de contrôle, un moyen pour la CEDEAO de faire appliquer la volonté des puissances occidentales. Parce qu'en réalité, soyons honnêtes, la CEDEAO est depuis longtemps fortement influencée par des pays et des organisations extérieures au continent africain. Pour des dirigeants qui essaient de lutter contre l'insurrection, de stabiliser leurs économies et de reconstruire leur nation, cela ressemblait à une trahison. Ainsi, quand Traoré voyait la place de la CEDEAO, il ne voyait pas un monument d'unité. Il y voyait un immense panneau disant « Nous ne sommes pas là pour vous ». C'est pourquoi il l'a démoli. Mais voici où ça devient encore plus intéressant, il ne s'agit pas simplement de ce qui a été retiré, mais de ce qui le remplace. Traoré et ses alliés ne se sont pas contentés de raser la place de la CEDEAO pour laisser un espace vide. Non, ils avaient un plan. Un grand plan. À la place, ils ont commencé à ériger des monuments. Mais pas n'importe quelle statue classique et banale. Ce sont des œuvres d'art audacieuses, porteuses de sens, qui racontent une histoire. Imaginez, par exemple, une sculpture monumentale représentant une mère protégeant ses enfants. C'est puissant, n'est-ce pas? Cela représente la protection, la résilience et la force d'une nation qui ne laissera pas son peuple tomber. Puis il y a le guerrier avec un bouclier, debout, fier et inébranlable.
C'est un clin d'œil aux innombrables luttes que ces nations ont traversées et au courage nécessaire pour se lever et riposter. Ces monuments ne servent pas seulement à être jolis. Ils sont des symboles de souveraineté, de fierté et d'espoir. Ils disent, nous en avons fini qu'on nous dise qui nous sommes. Voici notre histoire. Et nous la racontons à notre manière. Traoré ne permet pas l'existence d'un pouvoir poussé par des maîtres. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces valeureux guerriers qui se sont battus et qui ont préservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina Faso et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces valeureux guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de bien d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces valeureux guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie, ou n'importe où, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes capables. Et pour cela, soyons fiers et merci d'être un ressortissant de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir à cause des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête, l'Afrique est l'empire des esclaves. Voilà comment ils perçoivent l'Afrique. Pour eux, les Africains leur appartiennent. Notre terre leur appartient. Notre sous-sol leur appartient. Ils n'ont jamais su changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment fait-il ? C'est malheureusement depuis les années 1960 que ces 6000 acres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils ont juste placé des « vallées locales » à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture, afin de pouvoir continuer à les approvisionner. Ces « vallées locales » que nous allons décrire aujourd'hui comme des esclaves de salon n'ont pas d'autre guide que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître dicte. Petit rappel, merci d'aimer et de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Poursuivons maintenant. Et vous savez ce qui est encore plus puissant ? Ces monuments résonnent déjà auprès des gens. Ils passent devant ces sculptures, voyant leur lutte et leur victoire reflétées. C'est personnel, c'est émouvant. Mais prenons un peu de recul, parce qu'il ne s'agit pas seulement du Burkina Faso. Traoré, Goïta et Tiani ne travaillent pas de manière isolée. Cela fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste, un partenariat qui secoue toute la région. Traoré, Goïta et Tiani ne sont pas simplement des dirigeants, ils forment une équipe. Et pas n'importe quelle équipe, une équipe avec une mission. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi ces trois-là ont uni leurs forces, la réponse est assez simple. Ils font tous face au même problème. L'insurrection ravage leur pays, leurs économies souffrent depuis des années, et des puissances extérieures décident de tout depuis bien trop longtemps. Ces dirigeants en ont assez. Pensez à eux comme aux Avengers de l'Afrique de l'Ouest. Chacun apporte ses forces à la table, mais ensemble, ils sont inarrêtables. Ils ont compris quelque chose d'assez révolutionnaire, lorsque les nations africaines s'unissent, elles sont bien plus fortes que lorsqu'elles sont divisées. Et il ne s'agit pas que de politique, leur partenariat envoie un message, non seulement à l'Occident ou à la CEDEAO, mais aussi à leur peuple. Il dit, nous nous soutenons mutuellement, et nous vous soutenons aussi. Et la population les soutient. Cette unité est un événement majeur, surtout pour des citoyens qui se sont sentis ignorés et abandonnés pendant si longtemps. Les gens commencent enfin à croire que leurs dirigeants se battent pour eux. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la personne moyenne sur le terrain ? C'est là que l'histoire devient concrète. Pendant des années, les habitants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont eu l'impression d'être à la merci de forces qui les dépassaient. Leurs ressources ont été exploitées, leur sécurité a été négligée, et leur avenir s'est décidé dans des salles de réunion à des milliers de kilomètres. Mais maintenant, les choses changent. Quand Traoré a remplacé la place de la CEDEAO par des monuments de fierté et de résilience, ce n'était pas qu'un acte politique. C'était une promesse, la promesse que leur voix, leur lutte et leurs rêves comptent. Et laissez-nous vous dire, les gens le ressentent. Il y a ce regain d'espoir, de fierté et d'appartenance. Pour des citoyens qui font face depuis si longtemps aux dures réalités de l'insurrection et de la pauvreté, ce changement n'est pas simplement symbolique, il est réel. Ils constatent des investissements dans les industries locales, un regain d'attention porté à la sécurité et un leadership qui, enfin,
semble les placer en priorité. Mais pendant que la population se rassemble derrière ses dirigeants, il existe un autre groupe qui ne se réjouit pas autant, la CEDEAO. Et honnêtement, elle est en grande difficulté. Cela va-t-il inspirer d'autres nations africaines? Alerte spoiler, c'est déjà le cas. Partout sur le continent, des dirigeants, des intellectuels et des citoyens ordinaires observent de près les actions audacieuses du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il y a un mélange de curiosité, d'admiration, soyons honnêtes, d'une petite pointe d'envie. Pourquoi? Parce que ces pays rompent avec les manuels habituels. Ils s'opposent au statu quo, défient les pressions extérieures, incroyablement, ils réussissent. De nombreux pays africains avaient le sentiment d'être coincés dans des systèmes créés par les puissances coloniales, écrasés par le poids de dettes résultant de prêts abusifs et piégés par des accords qui semblent profiter à tous, sauf à eux. Qu'il s'agisse d'accords commerciaux injustes, de contrats d'extraction de ressources ou de l'obligation constante de se conformer à des organisations extérieures, la sensation d'être enfermé était omniprésente. Mais désormais, quelque chose de nouveau se produit. Pour la première fois depuis longtemps, les nations africaines voient une véritable alternative. Elles observent des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria prendre des risques, mettre leur population en priorité et rejeter l'idée que d'autres doivent dicter leur avenir. Ce basculement provoque des discussions non seulement dans les cercles gouvernementaux, mais aussi dans les villages, les bourgs et les métropoles à travers tout le continent. Songez aux agriculteurs d'Afrique de l'Est, qui peinent sous des prix de récolte faibles imposés par les marchés mondiaux, ou aux jeunes étudiants d'Afrique australe, frustrés par le chômage élevé malgré leur diplôme. Ce sont ces personnes qui commencent à poser les grandes questions. Si le Burkina Faso peut tenir tête à la CEDEAO, pourquoi pas nous? Si le Mali peut donner la priorité à son peuple, pourquoi nos propres dirigeants ne le pourraient-ils pas? C'est ainsi que débutent les révolutions, pas avec faste et trompette, mais avec des questions discrètes et des prises de conscience qui grandissent. Cela commence avec quelques leaders audacieux qui refusent de céder. Puis cela se propage, petit à petit, jusqu'à ce que tout le système commence à vaciller sous la pression du changement. Mais ne nous voilons pas la face, ce ne sera pas facile. Des forces puissantes ne veulent pas que cette vague de souveraineté se propage. Les organisations internationales, les gouvernements étrangers et les multinationales ont tous intérêt à conserver le statu quo. Pourquoi? Parce que le système actuel les sert. L'Afrique fournit les ressources, la main-d'œuvre, les marchés, et en retour, ces acteurs extérieurs conservent leur influence et leurs bénéfices. Et c'est là que la riposte commence. Ces forces tenteront de discréditer des dirigeants comme Traoré, Goïta et Traoré. Elles argueront que rejeter des organisations telles que la CEDEAO ou les partenariats occidentaux est irresponsable, voire dangereux. Elles utiliseront les médias, les sanctions et la pression politique pour semer le doute et la peur. Mais voilà le point crucial, les graines du changement sont déjà plantées. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont montré qu'il était possible de rompre avec les anciens systèmes pour bâtir quelque chose de meilleur. La question qui se pose alors est, combien d'autres pays suivront leur exemple? Et cela nous ramène à la CEDEAO. Que va-t-elle devenir maintenant? Si davantage de nations s'alignent sur l'exemple du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la CEDEAO risque de devenir hors de propos. Elle devra soit s'adapter à cette nouvelle vague de souveraineté, soit s'effondrer sous le poids de son refus d'évoluer. Ils volent, ils pillent nos États, emportent tout chez le maître et leur richesse demeure chez le maître. Ils font tout pour vivre comme leur maître et toujours le satisfaire. Quand le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, aucune morale, aucune personnalité. Mais le maître esclavagiste a toujours su comment repérer ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent de nous trahir jusqu'à ce jour pour le profit de leur maître. Ces individus persistent envers et contre tout à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils aiment le répéter chaque année dans leur enquête économique, le Burkina Faso est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien. Si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais qu'au moment de prendre nos responsabilités,
nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux, pourquoi ne veulent-ils pas partir? Prenons le cas du Nigeria depuis plus de 40 ans. Certains pays ont exploité l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa à Paris, les rues sont illuminées. C'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité. Une sécurité qui nous a pourtant servi. Quand vous allez dans nos États, nos sols sont forés de toutes parts pour extraire des métaux précieux comme l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route praticable pour atteindre les zones d'exploitation ou assurer certains services sociaux de base. C'est pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre en main le destin de nos pays. En fin de compte, un mouvement est en train de naître. Il est lent, il est incertain et il fait face à une résistance massive, mais il est bien là. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que lorsque les gens commencent à poser les bonnes questions, les réponses ne sont jamais loin. L'Afrique se réveille et le monde observe. Et voici la vérité, la CEDEAO est en grande difficulté. Perdre le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'est pas seulement une mauvaise image, c'est une crise totale. Ces trois nations figuraient parmi les membres les plus influents et les plus audacieux de l'organisation. Sans elles, la CEDEAO ressemble à un navire qui a perdu son gouvernail. Vont-ils y parvenir? Honnêtement, qui peut le savoir? Mais une chose est sûre, que la CEDEAO change ou non, les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne les attendent pas. Ils sont déjà en train de construire un nouvel avenir. Et cela nous amène à la grande question, est-ce le début de quelque chose de plus vaste? Sommes-nous en train d'assister à l'ouverture d'un nouveau chapitre de l'histoire africaine? Si vous demandiez à Traoré, Goïta et Tiani, la réponse serait un oui retentissant. Ces dirigeants ne se contentent pas d'opérer des changements pour leur pays, ils donnent l'exemple à tout le continent. Ils montrent qu'il est possible de rejeter le contrôle externe, de privilégier la souveraineté et de réussir malgré tout. Et soyons honnêtes, ce moment a quelque chose de différent. Il ressemble à un tournant. Pendant des années, on a dit à l'Afrique ce qu'elle devait être, comment elle devait agir et qui elle devait écouter. Mais aujourd'hui, l'Afrique commence à raconter sa propre histoire. Jusqu'où ira ce mouvement? Va-t-il se propager sur tout le continent, redessinant le paysage politique? Ou se heurtera-t-il à la résistance de ceux qui profitent du statu quo? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et ce qui pourrait se passer ensuite. Vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci? Dans ce cas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture, la civilisation, l'histoire des Noirs et les preuves de la grandeur passée de ce peuple. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.